à tous, Olivier Pichot, donc je suis prestataire depuis 20 ans en traction animale, plus spécialisé dans la vigne, mais aussi en maraîchage. Je suis par ailleurs formateur en traction équine, notamment pour le CS, utilisation du cheval attelé, qui s'effectue pour la région sud-est au Haras national de la Uzès, et qui est une formation que la profession a mis en œuvre par l'intercession de la direction d'enseignement de la recherche pour en faire un diplôme accessible à toutes les personnes qui voudraient se lancer dans le métier. Et enfin, je suis administrateur du syndicat national des professionnels de la traction animale, et qui pousse évidemment et qui cherche à circonscrire toutes les normes qui tournent autour de nos métiers pour offrir à nos confrères et à nous-mêmes les meilleures chances de réussite dans ce monde hyper libéral. Je vais plus particulièrement parler des facteurs qui influencent la pratique de la traction équine en ligne dans le quart sud-est de la France, qui nous concerne davantage. Et on parlera ensuite donc de l'évolution des pratiques. Étant entendu qu'aujourd'hui, les événements nous poussent un peu aux fesses avec le dérèglement climatique, et qu'il est bien évident qu'il va falloir trouver de nouvelles stratégies. Et du coup, on va chercher à voir si le cheval peut amener des solutions pour ce qui est de l'angle du développement durable que l'on va définir. Pour ça, on va pouvoir, je vais donner des informations peut-être plus pour les collègues, de savoir sur quelle base on peut parler de comparatifs entre le tracteur et le cheval, et puis dresser un portrait rapide, donc encore une fois, de tous les bénéfices que l'on peut obtenir grâce à l'emploi de la traction équine. Donc le cadre de la traction équine et le développement durable, c'est-à-dire il nous semble qu'aujourd'hui on ne peut plus dissocier ou en tout cas on ne peut plus parler de traction équine sans parler de développement durable, parce que ça va avoir des conséquences très importantes. Alors aujourd'hui, vous n'y voyez peut-être pas grand-chose, le choix d'employer un animal de trait répond dans une large mesure aux questions que se posent donc des vignerons au sujet de l'écologie de leur sol. On l'a vu donc dans l'enquête, rappelle-moi son nom, je ne me rappelle jamais, Equine. C'est véritablement la demande principale des vignerons quant à l'emploi de la traction équine. Donc ces vignerons cherchent à mieux connaître et à préserver l'écologie de leur sol et à maintenir leur fertilité. Majoritairement, donc on l'a vu aussi, c'est basé sur une relation avec un professionnel du cheval à qui ils vont déléguer tout ou partie du travail pour des parcelles précieuses. Ça va trop vite. Donc ce moment de l'histoire qui nous concerne, on le voit avec ces pandémies, avec ces poches de chaleur au Canada, avec ce dérèglement climatique, pour lequel il y a quand même encore des gens qui doutent, et on se demande pourquoi. En tout cas, il met en évidence qu'on a changé un peu d'époque. En août 2016, le Congrès international de géologie actait qu'on était rentré dans une nouvelle ère, une ère géologique, qui s'appelle l'Anthropocène. C'est-à-dire que c'est une époque qui se caractérise par l'avènement des hommes comme principale force de changement sur Terre, surpassant même les forces géophysiques. Autrement dit, la présence de l'homme est devenue tellement forte à travers ses actions qu'elle influence sur les orientations climatiques, c'est celle que l'on observe le plus,
et que de toute façon, toute action, toute étude que l'on va vouloir mener maintenant sur des objets vivants vont devoir s'analyser en termes de durabilité. La durabilité, c'est la capacité d'un développement d'un mode de production ou d'un système à répondre aux besoins présents et locaux sans empêcher les générations futures ou les populations vivant ailleurs de subvenir à leurs propres besoins. C'est quelque chose d'important parce que ça veut dire qu'on va plus pouvoir isoler les bénéfices d'une technique, par exemple, de l'impact qu'elle va avoir sur la nature et sur les sociétés humaines. Donc, la preuve en est, c'est que par exemple, les vignerons pressentent aujourd'hui que l'emploi du cheval a un impact plus faible sur la nature de leur sol, voire même la conserve. Alors, on peut donc s'autoriser, si l'on veut, à comparer donc la rentabilité et l'efficacité du tracteur par rapport aux animaux de trait, mais du coup, on ne pourra plus se limiter, comme on l'a fait jusqu'à présent, où on nous renvoyait sans arrêt dans nos filets, en nous disant, très bien, donc on va analyser dans un comparatif uniquement une partie du bout de la lorgnette qui serait, par exemple, le temps de travail par hectare. Évidemment, on savait tout de suite, c'était même pas besoin de faire l'étude, on savait que c'était le tracteur qui avait remporté la manche. Donc pour ça, il faut, si l'on veut maintenant donc, étudier faire ce type de comparaison, il faudra absolument qu'on ait en ligne de mire la viabilité à long terme des méthodes de production. Je vais y revenir en détail. Donc, je conclurai par présenter un petit peu comment ma pratique, en tout cas, mais celle de mes collègues aussi, évolue dans le temps face aux enjeux climatiques et voir donc ce que le cheval demain va pouvoir offrir pour s'adapter à ces changements. Donc là, un tableau intéressant où je vous ai fait grâce de tous les calculs, mais qui servira, je pense, beaucoup aux collègues, c'est de faire donc dans un comparatif tracteur-cheval, pour des données établies à l'avance évidemment, un tracteur de 35 chevaux, un cheval de 800 kg. On connaît la force de traction théorique de ces deux forces, 25 kWh donc pour un 35 chevaux et 13% du poids vif pour un cheval. Je ne sais pas, 800 ou 600 kg, c'est pareil, c'est toujours 13% du poids vif qui représente sa force de traction. On a donc une énergie théorique disponible qui est 5 fois moindre pour le cheval. En revanche, pour actionner ces moteurs, que c'est un cheval ou un tracteur, il faut aussi leur donner du carburant. On sait que le carburant, pour fournir un effort de 500 kg-force, va représenter 70 000 à 100 000 kcal par heure. C'est déterminé par les normes internationales de valeur énergétique du carburant. Pour qu'un cheval puisse fournir un effort conséquent quand même, qui est de 100 kg-force, c'est-à-dire à peu près 10% de son poids, il va falloir donc évidemment le nourrir, mais cette nourriture ne va représenter que 22 à 44 000 kcal par jour, alors que le carburant, lui, va être consommé à 100 000 kcal par heure. Si bien que, au final, l'énergie de traction effective, nette même, va être au bénéfice du cheval, puisque le rendement finalement d'un tracteur va être seulement de 4 à 6%, alors que le rendement énergétique d'un cheval va être, lui, à 20%. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans la perspective des futures mesures que l'on aura à faire sur des comparatifs de ce type-là, il faudra toujours prendre en compte la viabilité des méthodes sur lesquelles on veut pratiquer une distinction. Alors, la conclusion, c'est que le cheval aussi ne consomme pas d'énergie fossile, mais une énergie essentiellement renouvelable, puisque c'est de l'herbe, des céréales.
et que cette alimentation peut être elle-même produite localement. Et dans un travail donc de comparaison, on a trop tendance aujourd'hui à passer sous silence ce qu'on appelle les énergies cachées, qui seraient pour le tracteur, par exemple, tout ce qui a été consommé comme énergie pour sa construction, mais aussi pour son entretien, la maintenance de la force motrice, mais aussi des outils qui sont utilisés. Si bien que dans les travaux de traction pure, donc j'entends travaux du sol, transport de proximité, évidemment le cheval est énergétiquement beaucoup plus intéressant. Ce qui ne veut pas dire qu'il faudrait abandonner le tracteur, mais qu'il faut plutôt l'orienter vers des travaux spécifiques qui nécessitent l'emploi de prises de force ou d'éléments hydrauliques.